Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le Grand Jury reçoit M. Agibou Boiré. Il est le président de la Commission nationale des droits de l'homme, en abrégé la CNDH. Président Boiré, merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci de l'invitation. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Elhadji Chana Takiou qui signe son grand retour autour de ces plateaux. Il était à Tombouctou, l'accoutrement le demande bien. Chana, non, vous étiez absent du tribunal? Il l'avait dit quand il quittait. J'étais au Maroc. J'étais au Maroc. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai fait un temps. Oui. J'ai fait le bilan général, alhamdoulilah. Je contrôle ma santé, Dieu merci. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou par le biais d'autres canaux. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Boiré, votre regard sur la composition du jury de ce soir. Merci M. Sidibé. Je salue les auditrices, les auditeurs, les téléspectatrices, les téléspectateurs de Renouveau TV. Alors, ce jury, je suis familier. C'est vrai que c'est un jury redoutable, égal à lui-même, impartial et objectif, qui, jusqu'à ce jour, de mon point de vue, n'a jamais été pris à défaut. Donc, c'est avec un plaisir que je me retrouve toujours déjà devant ces jurys, non sans des pressions quand même, malgré l'apparence de sérénité qu'on affiche. Oui. Merci. Boiré a décidé à vraiment déférer à notre convocation sans résistance. Oui, vraiment, je pense que c'est un plaisir partagé de vous retrouver aussi. Et les compliments aussi sont partagés, parce que je ne pense pas que ce soit par le passé illustré autrement que par la franchise qui le caractérise, le courage de défendre ses idées et de décrire les situations telles qu'elles sont au Mali, ou bien ou du moins telles qu'il les perçoit. Nous l'accueillons à un moment où le domaine où il œuvre connaît vraiment des grands rebondissements. Je pense les droits de l'homme, et je pense qu'en réalité le public serait très ravi de le voir décrire la situation telle qu'elle se présente, surtout au centre du Mali, qui a fait l'objet, je pense, de l'une de la dernière sortie au niveau de la CNDH. Voilà, donc je pense que vraiment, Boiré, nous n'attendons pas autre chose que lui, que de s'illustrer de la même façon par laquelle il a eu à s'illustrer par le passé, par la franchise. Et comme il l'a dit, quelqu'un qui reste lui-même. D'accord. Tel qu'il le pense de nous aussi. D'accord. Chana, nous avons Boiré. Oui, Boiré, la dernière fois où on l'a eu sur ce plateau, j'avoue que j'ai reçu beaucoup d'appels. Oui. Des gens étaient très satisfaits de sa prestation et certains étaient étonnés c'est-à-dire que de la qualité de sa prestation. Il a été bon, excellent la dernière fois. Il a tout fait, il est resté dans son domaine. Il est resté dans son domaine. Il a expliqué clairement. Nous avons tenté de le bousculer. Il a résisté. Et qu'est-ce qui justifie cette nouvelle convocation finalement? Cette nouvelle convocation, parce que vous le savez, Abdraman a ébauché la question. Il y a les droits de l'homme qui sont quelque part malmenés. Et chaque fois que les droits de l'homme, les droits humains sont malmenés, en toute responsabilité, conformément à sa mission, il sort pour attirer l'attention des autorités sur le danger, pour inviter l'autorité à agir, pour dire faisons attention. Oui. C'est l'un des rares dirigeants responsables que nous avons vus sur ce plateau qui respecte son serment. Il nous a montré que le serment c'est quelque chose. Alors que dans ce pays-là, dès qu'on prête le serment à la Cour suprême, on tourne donc l'oubli. Lui, il pense toujours à son serment. Ça ne fait pas trop de compliments déjà? Non, le jour-là, la dernière fois, oui, il a été bon, il a été brillant. Oui. Et vraiment, c'est les commentaires des téléspectateurs qui m'ont appelé ou que j'ai lu sur Facebook qui l'ont dit.
Et moi, je l'ai trouvé brillant avant ses téléspectateurs parce que je l'avais acquitté. D'accord. Et aujourd'hui, je souhaite qu'il garde la même ligne. Le cas contraire, il me trouvera sur son chemin. Ce qui est bien précis. Hein. Déjà, M. Boiré, avant de parler des questions de droits de l'homme, des rumeurs persistantes nous disent que vous êtes désormais visé par une plainte de la part d'un certain Souleymane Camara, qui est lui aussi président d'une organisation de défense des droits de l'homme. Qu'en est-il? Merci beaucoup. Je voudrais vous rassurer qu'il n'en est rien. En fait, ce monsieur, puisque c'est un sujet public. Vous confirmez la plainte déjà ou... Oui, je confirme la plainte pour diffamation. D'accord. Mais selon ce monsieur, il s'agirait d'une diffamation clandestine. Comprenez déjà par là à qui nous avons affaire. Donc ce monsieur, je le connais bien. En réalité, il a été condamné par la cour d'assises de Bamako à 10 ans de réclusion et 10 millions de dommages et intérêts. Et depuis, il fuit la justice. Donc il vit dans la clandestinité. Donc il passe de juridiction en juridiction pour déposer des plaintes fantaisistes. Parce qu'il en a déposé contre moi, contre les vrais présidents du réseau des défenseurs des droits de l'homme, qui n'est rien d'autre que Até Diarra. Il en a déposé contre un autre défenseur des droits de l'homme, Aman Touré, qui est de Amnesty International. Et j'ai appris ces derniers jours qu'il en a déposé également contre un autre magistrat, à Kati. Et aujourd'hui, j'ai lu également dans la presse qu'il a fait... Précisément dans 22 septembre, il faut le dire. Précisément dans 22 septembre, qu'il a fait un écrit sur la cybercriminalité. Le nouveau procureur chargé du pôle de la cybercriminalité. Donc en réalité, ce monsieur ne m'apparaît pas comme un défenseur des droits de l'homme. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce monsieur, comme vous le nommez déjà, s'est levé un bon jour pour se promener de bureau en bureau pour porter plainte contre les présidents des défenseurs des organisations de défense des droits de l'homme? Ben, évidemment, ce qui s'est passé en réalité, c'est un secret de polichinelle. Il s'agissait d'un concours, d'un appel à candidature d'une organisation internationale qui voulait recruter un représentant. Donc, le monsieur Aman Touré, quand il a appris ça, il s'est informé. Il ne s'agit pas de serpent quand même. Non, pas serpent. Quand il s'est informé, il a appris que le candidat Souleymane Camara était sous le coup d'une condamnation aux assises. Donc on peut l'appeler criminel parce qu'en fait, ce n'est pas une présomption d'innocence. Quelqu'un qui est condamné, donc c'est un criminel. Donc il a apporté cette information, mais de façon privée à la structure qui souhaiterait recruter. Donc on est en présence d'un cas de secret de la communication ou de l'entretien entre des personnes privées. Donc, je ne sais pas par quel miracle ce mail s'est retrouvé entre ses mains et non content d'être recruté finalement. Donc, c'est ce mail qu'il a pris pour aller porter plainte contre Aman pour diffamation, dénonciation. Est-ce que, moi, je pense que je ne comprends pas. Vous dites qu'il se promène de juridiction en juridiction. Comment on peut se cacher à la justice? Comment vous-même vous percevez le fait qu'on puisse être condamné et se cacher à la justice et avoir le courage de se promener de juridiction en juridiction pour porter plainte encore contre un autre citoyen? Mais justement, c'est là le paradoxe. C'est pourquoi j'ai parlé de l'hôpital qui se moque de la charité. C'est ce que j'ai dit au procureur quand on m'a demandé. J'ai dit, mais je ne sais même pas ce qu'il me reproche. Il dit par finir qu'il me reproche une diffamation clandestine. Non, mais même pas ça. Pourquoi quelqu'un qui se cache, qui a été déjà condamné, qui est censé se cacher à la justice, qui devrait se retrouver ailleurs? Qui devrait se cacher à la justice, puisqu'il devrait avoir un mandat d'arrêt quand il a été déjà condamné par contumace, puisse défier la justice en l'affrontant et aller chercher à porter plainte contre un autre citoyen sans être arrêté. C'est très curieux, et j'en suis à la même conclusion. La preuve, j'ai même écrit au procureur général avec la copie des 2 arrêts de condamnation. J'ai dit, pourquoi cette impunité? Allez-y, pourquoi cette impunité? Moi, il me donne une mine d'informations parce que je ne connaissais pas l'intéressé. Il m'a entrepris de bonne foi par WhatsApp. Est-ce que vous voyez, pour publier
sa production intellectuelle, parce que c'est une contribution au pôle sur la cybercriminalité qui, il faut le reconnaître, le pôle spécialisé a des difficultés, et surtout ce que Abdraman a toujours dénoncé, c'est-à-dire la prescription qui n'existe pas à ce niveau. Donc, il me l'a envoyé par WhatsApp, j'ai vu le texte, intéressant, et je l'ai publié pour défendre les droits de l'homme. C'est pourquoi je l'ai publié. Je savais et je pensais que c'était un véritable défenseur des droits de l'homme. Jusqu'à preuve du contraire, malgré ce que vous dites, bon, on verra ça après. Maintenant, vous parlez d'impunité. Peut-être que c'est la règle dans le pays. Parce qu'il y a une affaire aussi, Haïdara Beidi, ou Haïdara crie partout, que Beidi Dramé, Haïdara de la CSDM, du CSDM, oui. CSDM, qui crie partout que Beidi Dramé, un certain Beidi Dramé a été condamné à 2 ans de prison. Oui. On ne l'arrête pas, et celui qui porte plainte contre Haïdara, et Haïdara doit répondre lundi ou mardi, Dieu seul sait quel sera son sort. Donc, il va là un autre cas. Comment expliquer cette justice? On condamne quelqu'un en prison, il n'est pas en prison, et celui qui a encore saisi la justice, ça c'est quoi ça? Oui, bon, je ne connais pas le dossier de Haïdara, mais par rapport ça ressemble au dossier que vous avez décrit. Effectivement, les autorités sont au courant, mais ce que moi je soupçonne, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un défenseur des droits de l'homme, qui fait des communiqués laudatifs pour applaudir le gouvernement, etc. Donc il pense qu'avec cela, il va bénéficier de la complaisance ou la complicité des autorités. Donc il est dans cette logique. Malheureusement, ça ne pourra pas prospérer. Allez-y, oui. Bon, on revient maintenant. Allez-y. C'est tellement terminé. Monsieur le Président, nous avons bouclé les 3 ans d'un régime exceptionnel. N'est-ce pas? Depuis le 18 août dernier. Comment est-ce que pendant ces 3 ans-là, la situation des droits de l'homme au Mali a évolué? Bon, il faut reconnaître à la vérité de dire que la situation est restée préoccupante pendant ces 3 années. Pour ne pas dire c'est empiré par rapport à certaines catégories de droits, notamment les droits civils et politiques. Parce que vous n'êtes pas sans savoir les intimidations, les menaces contre la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'opinion de certains acteurs politiques. Et nous recevons régulièrement des plaintes, des allégations d'atteinte à l'intégrité physique, d'atteinte à la vie, des allégations de disparition forcée. La disparition forcée, c'est un peu l'enlèvement. Mais à la différence de l'enlèvement, on ne sait pas où les personnes se trouvent. Donc plusieurs fois, nous faisons des courriers aux plus hautes autorités pour dire nous avons reçu telle plainte par rapport à telle personne qui a disparu du jour au lendemain. Personne ne sait où se trouve la personne. Et dites-nous quelles sont les mesures entreprises par l'État pour respecter les droits de cette personne. Donc, en gros, en plus de cela, il faut reconnaître qu'il y a certaines violations et abus qui sont en lien avec la lutte contre le terrorisme, notamment les violations du droit à la santé, à l'éducation, du fait de la fermeture des écoles, l'atteinte à l'intégrité physique, du fait des exactions portées contre les paisibles citoyens dans les régions du Nord et au centre, et singulièrement dans la région de Banyanga. Les exécutions. Oui. Donc les atteintes à la vie alors. Les atteintes à la vie. Vous savez, est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Puisque on le sait par exemple. Parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on le sait par exemple, chaque soldat, chaque militaire qui meurt, on connaît c'est combien, on donne les bilans. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un bilan des civils tombés sous le coup de cette situation-là que nous vivons? Bon, on ne peut pas s'hasarder sur ce terrain parce que en matière de rapportage, il faut au préalable produire un rapport précis et confectionné sur la base. Entre parenthèses, je me rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, au Sénégal, lors d'une rencontre, a même osé dire qu'au Mali, on ne compte même plus nos morts, les morts. Est-ce que c'est normal qu'un pays ne puisse pas avoir une idée du nombre de civils qui meurent de ces situations-là? Non, ce n'est pas normal, parce qu'à chaque fois qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme ou des violations des droits de l'homme, nous ouvrons des dossiers pour des enquêtes. Il se trouve qu'on bute à beaucoup de difficultés.
par rapport à ces enquêtes. D'accord. Tout cela constitue... De quelle nature? Allez-y. Des atteintes clairement de la part de certains représentants de l'État qui nous empêchent souvent de conduire nos enquêtes parce qu'il y a certains endroits qui nous sont interdits, purement et simplement. Allez-y, Chano. Oui, et Monsieur le Président, vous avez parlé de disparition de personnes. Est-ce qu'on peut savoir avec précision les localités dans lesquelles il y a ces disparitions? Est-ce qu'il s'agit de la capitale bamakoise ou de Menaka, de Tombouctou ou de Badiangara? Les personnes disparues, vous les avez recensées dans quelle localité? Bon, à ce niveau, en fait, nous recevons des plaintes. Oui, les plaintes, bien des sûr, parents, le recensement, voilà, c'est par de rapport ces aux plaintes. Effectivement, donc on en reçoit du nord, Gao, Tombouctou, dans la région de Mopti, il y en a beaucoup, parce que pas plus tard que la semaine passée, on a reçu encore une liste d'une dizaine de personnes portées disparues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À Bamako également, on a reçu quelques cas, c'est des cas vraiment emblématiques qui sont connus. Certains dirigeants d'un certain mouvement politique, je pense qu'ils étaient au nombre de 3. Donc à présent d'ailleurs, on ne sait pas où se trouvent ces personnes. On a écrit, on a fait des dénonciations, mais on attend la suite. À vue d'œil, pour vous, les disparitions, à vue d'œil, et selon la situation politique du pays, la situation sécuritaire, vous les attribuez à qui? Qui pourrait être ou qui sont les auteurs, selon vous, présumés de ces enlèvements? Bon, à ce niveau, vous savez qu'il y a la présomption d'innocence. C'est pourquoi je dis présumé. Voilà, on ne peut jamais pointer le doigt sur quelqu'un, mais il se trouve que c'est de la responsabilité première et principale de l'État. Surtout de clarifier les cas de Bamako. Oui. Au moins d'ouvrir des enquêtes pour dire on est de bonne foi, on veut savoir où se trouvent ces personnes. Mais face à un silence, ça peut développer des soupçons. Des suspicions. Voilà, donc vous trouvez, comme il a dit, que vous venez de le dire ici, que l'État est inactif, il est passif par rapport aux enquêtes qui devraient être ouvertes sur toutes ces questions-là? Et évidemment, parce que quand nous ne recevons pas des réponses à nos courriers qu'on envoie par rapport à la disparition des citoyens, on ne peut que déplorer cette passivité. Voilà, donc... Bon, Monsieur le Président, on vient de voter une loi fondamentale. Quelles sont les satisfactions par rapport aux droits de l'homme de votre domaine que vous éprouvez de cela, ou quelles sont, selon vous, les lacunes de cette nouvelle constitution par rapport aux droits de l'homme, comparativement à la constitution antérieure ou bien... Bon, sur le volet des droits de l'homme, fondamentalement, il n'y a pas eu de changement. On a ajouté peut-être quelques 2 ou 3 articles, notamment l'abolition claire et expresse de l'esclavage par ascendance, qui n'était pas dans l'ancienne constitution. Donc on a renforcé les droits de l'homme, les droits humains. On a renforcé un peu les droits humains. On l'a adapté à la situation. Voilà, tout à fait. Et puis il y a tout un chapitre quand même de 22 articles qui consacrent les droits humains, les droits de la personne humaine. Donc théoriquement, le compte est bon. Justement, c'est là où il y a les paradoxes. Parce que de façon théorique, bon, on peut dire que les droits de l'homme sont pris en charge, c'est une préoccupation, mais on a même l'impression que ceux qui rédigent la Constitution oublient le contenu de la Constitution. Et parce que la Constitution dit beaucoup de choses, mais quand on entend les gens sur des plateaux, on a l'impression que ce n'est pas cette Constitution qui régit le Mali. Et par exemple, la Constitution dit, dans les serments du président, le président de la République s'engage à préserver les acquis démocratiques. C'est clair. S'engage à préserver les libertés et les droits de la personne. Mais dans la réalité, on voit autre chose, des pourfendeurs de la démocratie, des gens qui pensent que la démocratie est une idée occidentale, etc. Effectivement, et puis, il y a des pour être plus clair, oui. Il s'agit du Premier ministre de la République qui a dit clairement que avant la démocratie, il faut donner d'abord. Comme si en réalité, la démocratie n'a pas de sens. Oui. Ça se mange qu'il n'y a pas de sens. Est-ce qu'il peut y avoir droit de l'homme sans démocratie? Ce n'est pas possible. Et c'est curieux que ce soit les discours des personnalités de la République. Parce que quand même la démocratie,
l'essence même, c'est le mode de désignation des dirigeants. Et si on ne désigne pas les dirigeants par la voix des citoyens, quel autre mode de désignation existe? Qu'on nous propose cela, en ce moment on comprendra. Maintenant, quand on confond la démocratie et les pratiques démocratiques d'un pays à un autre, c'est là où il y a l'erreur. J'ai l'impression qu'on fait exprès pour induire en erreur les autorités, induire en erreur les populations. La démocratie n'est pas en cause. Parce que jusque-là, c'est les régimes politiques les meilleurs. Absolument. En termes de désignation des dirigeants, parce que, en termes de garantie des droits de l'homme, parce que tout ce qui nous concerne, des droits de l'homme et d'état des droits. L'état des droits surtout. Ouais. Parce que l'état des droits, ça suppose que l'État est soumis au même titre que les citoyens à la loi. Ouais, effectivement. Ouais. Les lois qui... Ça est justiciable. Oui, M. Boiré, de plus en plus dans notre pays, certains font croire que la défense des droits de l'homme, des droits humains, est un prétexte pour l'expuissance coloniale, voire l'impérialisme, de s'attaquer à notre pays. Et vous qui défendez ces droits de l'homme, ces droits humains, les droits de l'homme, vous êtes mal aperçus par certains qui n'hésitent pas à croire que vous êtes au service de l'impérialisme. Des Occidentaux. Est-ce que vous ne ressentez pas ces récriminations? Oui, je les entends, mais j'ai la conscience tranquille et je ne me sens pas concerné par ce genre de discours. Parce que moi, j'ai été à l'école, j'ai appris quelque chose. Donc, je ne vais pas m'accrocher à des boucs émissaires, à des prétextes, à des préjugés. C'est des clichés. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une cause noble dans ce monde qu'on ne puisse pas instrumentaliser. Même la religion, on l'instrumentalise pour des intérêts personnels parfois. Et même le concept de patriotisme, parfois on l'instrumentalise pour d'autres intérêts inavouables. Donc quand on dit la même chose des droits de l'homme, moi je ne me sens pas concerné, je suis un défenseur des droits de l'homme et à mon entendement, les droits que je suis en train de défendre, il s'agit des droits des Maliennes et des Maliens et des personnes qui se retrouvent sur le territoire malien. Je n'ai jamais réclamé de rechercher une personne disparue en France ou en Russie ou en Chine. Quand il y a disparition forcée au Mali, il s'agit des Maliennes ou des Maliens. Et quand il y a violation des droits des personnes, il s'agit des Maliennes ou des Maliens. Donc c'est ces droits que je défends. Maintenant, extrapoler l'impérialisme, c'est des concepts de philosophie et morale. Objectivement, dans le contexte politique du Mali, avec la situation sécuritaire que nous connaissons et la guerre asymétrique, est-ce que objectivement, nos forces armées qui ont en face d'eux des terroristes, est-ce que objectivement elles pourraient respecter par moment ce que nous appelons droits de l'homme et droits humains? Est-ce que les exigences, c'est ça, les exigences de temps, de lieu? Est-ce que malgré toutes ces exigences-là, c'est primordial de respecter ces droits-là? C'est une question importante. C'est justement en période de guerre, en période de troubles, en période de crise qu'il faut redoubler de vigilance par rapport à la surveillance des droits de l'homme. Et les militaires et les forces de défense et de sécurité savent cela parce que ils prennent des cours en matière de droit international humanitaire. Donc c'est les droits de la guerre. Ça veut dire que ces droits est conçu exclusivement pendant les périodes de guerre, pendant les périodes de crise. Est-ce qu'on peut appeler cette période, est-ce que c'est une période de guerre, une guerre asymétrique? On doit trouver notre vocabulaire correspondante. Est-ce que c'est véritablement une guerre? Il faut inventer un autre mot. Le droit humanitaire international s'applique période d'instabilité en cas de guerre entre deux blocs ou entre deux pays. Mais cette situation avec des terroristes, est-ce que c'est véritablement une guerre? Une situation nouvelle. C'est un conflit complexe, très complexe, et nous saluons les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte très difficile contre ces fléaux. Mais n'empêche, c'est un conflit
nationale. Même aujourd'hui, j'ai appris aujourd'hui que des gens ont été tués à Marca Congo. On ne sait par qui. Ils sont, depuis hier, les corps sont là-bas. Personne ne peut le toucher. On ne sait même pas qui les a assassinés. Vous voyez, à Marca Congo. Je ne sais pas, vous, en tant que droit de l'homme, si vous avez eu écho de cela. Bon. Oui, nous apprenons beaucoup de choses. Il se trouve même que c'est le lieu de vous remercier. Certains journalistes nous donnent des informations par rapport à des situations et nous ouvrons des enquêtes pour approfondir les investigations. Et c'est ça l'objectif, que tout le monde s'implique pour la défense des droits de l'homme parce que ça peut atteindre tout le monde. Si ça ne vous atteint pas personnellement, ça peut atteindre vos parents. Moi, je connais des gens qui, au début, critiquaient les défenseurs des droits de l'homme, mais à ces jours, ils ont des parents qui en souffrent énormément. Il y a beaucoup de victimes parmi leurs parents. Ça n'arrive pas pour ça n'arrive pas pour donc vous êtes stigmatisé, effectivement, comme l'a dit Chara, comme étant pratiquement des particuliers de l'Occident. Quelque part, vous l'êtes. Et je me rappelle que dans l'épisode de Moura, l'État, les autorités actuelles s'étaient sorties par un communiqué où ils mettent en garde les complices. Les complices de ceux qui se rendraient complices des rapports que produisent l'extérieur, si vous voulez, qui sont produits de l'extérieur sur la situation des droits de l'homme. Est-ce que vous vous sentez, effectivement, les rédacteurs de la commission, qui se rendraient, est-ce que vous vous sentez visé par ces menaces-là Non, pas du tout. Parce que moi, la CNDH est créée par une loi de la République du Mali. Tant que cette loi n'est pas abrogée, nous allons continuer à mener les missions qui nous sont assignées par cette loi. En plus de cela, l'État du Mali, jusqu'à preuve du contraire, est membre de l'Organisation des Nations Unies. Et le Haut Commissariat aux droits de l'homme est un organe de l'ONU. Tant que l'État du Mali ne s'est pas retiré de tous ces mécanismes... Cela n'a pas empêché les autorités d'accuser l'ONU, d'instrumentaliser la question des droits de l'homme pour déstabiliser le pays. Parce que c'est ce qu'on a entendu le ministre des Affaires étrangères dire dans ses réactions à ces rapports-là. Et même sur les tribunes de l'ONU d'ailleurs. Oui, bon, moi je respecte l'opinion de tout un chacun. Mais moi, sur la base des connaissances que j'ai, des faits et des droits de l'homme, des concepts, je ne peux pas défendre des choses qui sont indéfendables. Parce que je n'ai pas d'éléments de langage pour défendre ce genre de déclaration. À moins qu'on ne m'en donne. Parce que moi, je sais que toutes les causes peuvent être instrumentalisées. Ça, c'est ma conviction. Oui, s'il vous plaît. Je reviens un peu sur l'épisode de Moura. Je pense qu'on s'était arrêté à ce que l'État a promis lui-même de poursuivre l'enquête qu'il avait ouverte pour situer les responsabilités. Vous, en tant que vraiment instrument de veille sur les droits de l'homme, qu'en savez-vous de l'évolution? Que savez-vous de l'évolution de cette enquête police? Bon, pour clarifier la situation. Malheureusement, on n'en sait rien. Et c'est ce qu'on a toujours conseillé à l'État, au gouvernement. C'est-à-dire, une chose est d'ouvrir une enquête, une autre est d'en produire les rapports. Donc, c'est ça la faiblesse. Et nous, on ne demande pas autre chose. Il faut que les gens comprennent que la CNDH est une institution qui est créée pour conseiller l'État en matière de droits de l'homme. Mais s'il se trouve que cette institution n'est pas consultée, son avis n'est pas Vous n'êtes pas associé. Voilà, tout à fait. Donc, il est difficile de pouvoir défendre des déclarations qui ne viennent pas de nous et dont on n'a pas d'argument pour défendre. C'est ça le problème. Ok, Monsieur le Président, le processus de la rétrocession des emprises de l'aménagement au FAMA, parfois émaillé par des incidents, est-ce que la suite vous inquiète après l'étape de Ber? Bon, moi j'ai fait une interview dans un journal un moment où j'ai dit je serais fier du départ de l'aménagement si après ce départ les conditions sécuritaires s'amélioraient. En fait, c'est ça ma position à présent. Parce que bon, nul n'a souhaité qu'une force étrangère vienne tirer dans son pays pour combler les attributions de l'État. Mais
au fur et à mesure que ces retraits se passent, nous constatons ensemble que l'insécurité grandit. Et les populations, il y a des mouvements de déplacement des populations. Et il y a une inquiétude que les autorités même ont tenté d'aller apaiser un moment au nord, parce que la population commençait à paniquer. Donc nous prions toujours et nous souhaitons toujours que l'État puisse se renforcer les forces de défense et de sécurité pour qu'on ne ressente pas et qu'on ne regrette pas le départ de la MINUSMA. Allez-y, Chana. Oui. Et vous êtes en train de dire comme si le départ de la MINUSMA est en train d'être ressenti, parce que selon votre analyse tout de suite, nous constatons une évolution de l'insécurité. C'est vrai que dans le centre du pays, des villages Dogon entiers se sont déplacés, d'autres ont été brûlés, des personnes ont été tuées, blessées. Est-ce que vous voudrez dire que tout cela est dû aux conséquences du départ de la MINUSMA? Moi, je pense que l'État même avait conscience que le départ de la MINUSMA allait laisser un vide important à combler. Donc, c'est vraiment le cas. Maintenant, ce qui est souhaitable, que l'État se donne les moyens les plus rapidement possible pour combler ce vide. Sinon, il est évident que le départ de la MINUSMA et des forces étrangères partenaires a créé un véritable vide. Oui, pas seulement la MINUSMA. Ouais. Il y a aussi le départ de beaucoup d'ONG qui étaient très actifs. Et comment ressentez-vous un peu le vide laissé également par ces ONG-là qui œuvraient pour la plupart d'entre eux dans certains droits quand même humains? Oui, ça fait partie du diagnostic. C'est regrettable également, ça a laissé un gros vide. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, il y a des personnes qui avaient contracté des prêts au niveau des banques, etc. Ça a augmenté le chômage. À un moment, j'ai appris qu'on appelait les gens à se faire recenser quelque part. Après, on a dit, bon, il faut que les gens sachent que l'État ne pourra pas faire grand chose pour eux. Donc, il est évident que ça aussi, c'est un vide. Et c'est des difficultés qui viennent s'ajouter aux difficultés qui existent déjà. Oui, mais vous, à votre niveau, en tant que CNDH, puisqu'on sait que la MINUSMA aussi avait des instruments de veille et de surveillance des droits, de l'évolution des droits de l'homme. Comment vous, de votre côté, vous comblez ce vide-là? Dans quelle mesure? Vous, en tant qu'organisation chargée également pratiquement de la même chose aussi. Comment et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour combler ce vide laissé par les institutions internationales? Beaucoup de difficultés, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens techniques sophistiqués que la division des droits de l'homme, qui était les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme sur les questions des droits de la personne. Donc il est évident que c'est avec beaucoup de difficultés. Et vous constituez quand même un relais sur lequel, puisqu'ils ne sont plus là, vous êtes constitué un relais sur lequel ils comptent, par exemple, pour avoir aussi des informations. Oui, en fait, pas que eux. L'État même compte sur nous comme relais, parce que c'est l'État qui nous a créés en nous confiant cette mission de surveiller les droits de l'homme sur le territoire malien. Même s'il se trouve des personnes au niveau du pouvoir qui ne comprennent même pas que ce rôle-là a été créé par la loi. Donc, évidemment, le partenariat continue, parce que dans notre loi de création, on nous suggère de promouvoir le partenariat avec toutes les ONG et tous les organes des traités des Nations Unies, de l'Union africaine, etc. C'est que beaucoup de gens ignorent. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est prévu par nos textes de création. Allez-y, Chana. Monsieur Boiré, Monsieur le Président, après le départ de la MINUSMA à Ber, il y a eu d'énormes difficultés pour que l'armée puisse s'installer à Ber. La SEMA, les mouvements armés regroupés au sein de la SEMA, avait fait référence à l'accord issu du processus d'Alger pour dire que dans ces cas-là, chacun doit garder ses positions, les positions existantes durant la signature de l'accord issu du processus d'Alger. De cesser le feu. De cesser le feu, tout ça là. Donc,
avec cette signature, c'est la SEMA qui était à Ber. Aujourd'hui, l'armée, c'est le Mali, c'est l'armée malienne a piétiné ce texte-là, ce qui est tout à fait normal de notre point de vue, parce qu'il s'agit du territoire malien. L'armée a pris ce camp-là. Progressivement, l'armée est en train de s'installer. Le cas de Kidal va se poser. Est-ce que vous ne craignez pas un affrontement entre l'ASEMA et l'armée malienne pour occuper le camp de Kidal que la MINUSMA va bientôt abandonner si ce n'est déjà pas fait? Non, évidemment, c'est pertinent. Il y a des craintes légitimes. Tout cela pose des préoccupations légitimes parce que l'accord a mis du temps à être mis en route. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. Et nous, d'ailleurs, dans nos anciens rapports, on a relevé que l'accord, la mise en œuvre de l'accord doit être diligentée. Parce que le processus de DDR... Vous tenez toujours à l'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas d'alternative. Ça n'a pas été dénoncé jusqu'à preuve du contraire. Même si l'accord prévoit dans son corpus... Mais ces dispositions sont tous les jours piétinées, violentées. Oui, ça c'est des constats. C'est des constats. C'est comme la Constitution, dont les dispositions peuvent être violentées. Mais n'empêche, tant que ce n'est pas dénoncé officiellement, donc on peut espérer que les partis vont se mettre d'accord pour faciliter la mise en œuvre. Et nous privilégions toujours le dialogue. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette logique de dénonciation, étant donné que ce qui est prévu par l'accord n'est pas appliqué? C'est une dénonciation de fait que les intelligents de deux côtés doivent comprendre. Bon, c'est une lecture, c'est une lecture. Mais il se trouve qu'il y a des violations de tous les côtés. Au constat, les rapports qui ont été produits, tant du côté du gouvernement que du côté des anciennes forces rebelles. Donc, l'objectif en ce moment, c'est d'éviter une détérioration de la situation. Que les gens reviennent autour de la table de négociation et qu'on puisse changer ce qui peut être changé. Et je suis d'accord que la solution peut être malienne si les uns et les autres sont de bonne foi. De toute façon, la guerre n'a jamais réglé quelque chose. Vous parlez de la guerre déjà, les forces en attente de la CEDEAO sont désormais en ordre de bataille pour intervenir au Niger. L'objectif, c'est de faire libérer le président Bazoum. Est-ce qu'il y a lieu de craindre les risques sur les droits de l'homme quant à l'intervention militaire au Niger? Évidemment. Déjà, au constat, vous savez, nous avons des collègues, des collaborateurs là-bas. Les échos que nous avons, les droits de l'homme sont mis entre parenthèses en ce moment. Et c'est ça les conséquences de ce genre de régime d'exception. Et parce que quand une seule personne vient, prend un acte qu'il appelle ordonnance, dit que lui seul décide tout dans une république, je ne sais pas comment on peut qualifier un tel régime. Totalitaire. Voilà. Donc, ça, c'est déjà du fait des tenants actuels du pouvoir au Niger, mais et l'intervention de la CEDEAO qui est décriée par une certaine société civile africaine, si vous voulez. Ben moi, personne ne peut apprécier une intervention militaire dans un pays. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de manipulation autour de ces questions. Il ne s'agit pas de guerre contre le Niger. Il s'agit d'une intervention militaire contre un groupe de personnes. Et ce sont des Nigériens, certes. Mais après, quand on veut associer une certaine population, une certaine foule, ça donne autre chose. Sinon, les choses sont très claires. Vous savez, nous sommes dans un contexte actuel où la manipulation est la règle, la propagande est la règle. C'est un problème très simple. On parle de violation des textes par la CEDEAO, j'en conviens peut-être. Mais qui a commencé par violer la loi fondamentale d'un pays, la mère des lois d'un pays? Et personne ne parle de ça. Et j'entends des experts souverainistes, néo-souverainistes, panafricanistes crier au scandale, la CEDEAO, etc. Comme si la CEDEAO était une organisation étrangère. C'est une organisation à laquelle beaucoup tous sont souscrits. Oui, tout à fait. En toute souveraineté, en toute indépendance, en toute liberté. Il y a point de diktat à ce niveau. Moi, j'ai dit d'ailleurs ce que les gens ne voient pas sous le coup de la passion, c'est que ceux qui sont en train de soutenir ce coup se maudissent eux-mêmes.
Parce que quand est-ce qu'on va refermer la boîte de Pandore? Si ces coups passent, qu'est-ce qui dit qu'il n'y aura pas un autre coup contre ces coups? Voyez-vous? Donc c'est ça l'avantage de la démocratie, de ce mode de désignation par la on va revenir au population. Mali. Pour évoquer la situation. Allez-y. Ça a quitté ici. Allez-y, s'il vous plaît. Il a envie de La situation au centre. Ouais, comme ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Il faut lui accorder un peu de. Non, c'est pas ça. Comme on a parlé du Niger, Oui, on parle du Sénégal aussi. Non, avant de moi, quitter je le parle- On va vous donner la parole. Charles. Je reviens sur la situation du Niger. Non, la situation du Niger, c'est la Allez-y. situation du Mali qui nous préoccupe le plus, surtout avec le centre qui vous a d'ailleurs inspiré un communiqué, le centre du Mali, avec des déplacements massifs, des tueries, des incendies provoqués par les envahisseurs, par des envahisseurs là-bas. Attends, c'est votre dernière question. Hein? Ah non, l'avant-dernière. Bien, votre dernière Ah question. non, il Allez-y. y a une autre qui a Enchaîne, s'il vous plaît. Vous m'avez pas dit ça au départ. Allez-y. Donc, et vous invitez, je pense, l'État vraiment. Vous pensez que l'État n'est pas en train de prendre à bras le corps suffisamment et la situation humanitaire créée par les événements, les récents événements dans le centre? Bon, nous constatons des efforts, hein, il faut reconnaître cela, mais ce n'est pas suffisant. À partir du moment où les populations continuent d'être victimes d'exactions de la part des forces terroristes et que nous constatons des mouvements massifs de déplacés, des déplacés internes qui cherchent... Parce que les déplacés se plaignent de la même façon, eux aussi ils sont complaintifs de la... Ouais, Exactement. Donc on ne peut que demander à l'État de redoubler d'efforts pour la prise en charge de ces victimes du terrorisme. Même si nous invitons également l'État à poursuivre, à rechercher, à identifier les auteurs de ces exactions ignobles. Oui, Monsieur le Président, nous avons tantôt parlé du Niger, moi je veux parler du Sénégal, Oui, qui vous tient à cœur. où le leader historique de l'opposition est en grève de la faim depuis plusieurs jours. C'est la diète. Il a une santé fragile. Mais fragilisé. Il a une santé très fragile. Il a été hospitalisé plusieurs fois parce qu'il pense qu'il a été injustement mis en prison. Est-ce que dans ce cas-là aussi... Il est même actuellement admis aux urgences. On peut parler, oui. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler aussi de droits humains? C'est clair, naturellement. Naturellement, il s'agit des droits civils et politiques. La liberté d'opinion, la liberté d'expression. Surtout de la part... Il s'agit de Ousmane Sonko, pour dire son nom. La part de leaders politiques. Je pense que c'est déplorable que l'État puisse aller à ces extrémités et qu'on parle encore de régime démocratique. C'est vrai que l'appréciation des faits ne relève pas des défenseurs des droits de l'homme. Ça, c'est la prérogative du juge. Mais ce que nous constatons, la répression des violences, etc., c'est un peu dans l'excès. Il s'agit des situations de violation des droits de l'homme. Et vous, en tant que droit de l'homme, les associations de droits de l'homme ne peuvent pas lui demander d'arrêter cette grève de la faim, même si hier, il y a un leader religieux qui lui a envoyé des dates pour lui demander d'arrêter la grève de la faim. Évidemment, on peut le faire. Tout ce qui peut contribuer à sauver une vie, il faut le faire. Bon, maintenant, ça dépend de la détermination, de l'engagement de la personne elle-même. Et on souhaite que tout cela se dénoue de façon heureuse et qu'il y ait un meilleur respect des droits de l'homme au Sénégal, qui, jusqu'à preuve du contraire, est un pays cité en exemple en matière de démocratie, en matière d'état de droit. Voilà. Il a été récemment félicité par les Nations Unies comme un pays qui respecte les droits de l'homme. Oui, effectivement. Malheureusement... Est-ce que c'est un mauvais rapport, ça, non, compte tenu de tout ce qui s'est passé durant le dernier trimestre 2023? Non, pas forcément. C'est pas l'adage un grain d'arachide peut pourrir tous les autres. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas de paradis des droits de l'homme sur la planète. Hein. Même aux États-Unis, il y a des violations des droits de l'homme, en France, à Londres, partout. Oui. Donc, aucun pays ne peut se prévaloir d'être un paradis des droits de l'homme. Allez-y, Abdraman. Mais il y a d'autres critères d'appréciation qui permettent peut-être de donner un meilleur classement au Sénégal.
Par exemple, il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal et puis les institutions, quoi qu'on dise, sont vraiment fortes, solides. Voilà, Allez-y. Oui, Monsieur le Président, pendant qu'on lutte contre le terrorisme, vous avez eu certainement vent de ça que récemment, on en a libéré de façon extrajudiciaire ici au Mali, en échange contre des trucs. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'il est au courant vous ne pensez pas? Ah, si, il y a eu récemment. J'imagine bien qu'il est. Récemment, il y a eu des échanges de prisonniers et de façon extrajudiciaire. En tout cas, on n'a pas eu vent du fait qu'il y ait eu vraiment de procès pour certains des terroristes arrêtés qui étaient, on ne sait pas où, mais qui ont été quand même échangés. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous le percevez comme une impunité ou bien... Je l'ai appris comme tout le monde, mais je n'ai pas la confirmation parce que l'État n'a pas reconnu. Et on n'a pas été à mesure d'établir les faits que ça s'est passé. À partir du moment où l'État a nié. La raison d'État. Sinon, si c'est avéré, c'est vraiment de l'impunité. Et ce n'est jamais encouragé. Même si avant ce régime, il y en a eu des exemples. Attends, Datité, Dibeka, il y en a eu. Attends, Datité, je me rappelle qu'il y a eu des procès avant de libérer les gens. Mais après Ibeka, après Datité, je ne sais pas. Il n'y en a jamais eu de façon vraiment aussi claire. Avant Datité, il y a eu des procès. Même si c'est des simulacres de procès, mais il y en a eu. À 5 h du matin, à 6 h, Andozen et Edo. On avait un procès. Le premier député, si vous permettez, monsieur le président, qui a été même tué plus tard. Je vais dire un dernier truc, c'est que vous avez vent certainement que Wadoussen, c'est ça. Une des recommandations, par exemple, de l'accord pour la paix, c'est-à-dire la commission vérité vient de connaître une évolution avec l'installation d'une commission, je pense, de réparation. Hein, quelle est la pertinence d'une commission de réparation alors que les mêmes causes, les mêmes événements qui ont prévalu à la création sont en train de se reproduire quelque part dans le pays. Comment est-ce que vous percevez ça? C'est ça un peu la particularité de la justice transitionnelle du Mali. Parce que sous d'autres cieux, on parle de justice transitionnelle lorsque la crise a pris fin. Et les gens prennent l'engagement de ne jamais reposer la même chose, effectivement. Mais pendant que nous sommes en plein dedans... de réparer, chercher à réparer, il y a d'autres qui peuvent faire l'objet de... On tourne en rond, quoi. Ça pose un problème. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, nous allons nous retirer ou bien nous allons rester pour... non, c'est sur le siège. D'accord. Vous avez la parole. Je pense que vraiment, il est resté lui-même. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'homme. Je pense qu'il n'y a pas... On ne peut rien lui reprocher par rapport à ses engagements, par rapport à sa dédicace pour la vérité. Parce qu'en réalité, il est vraiment dédié à la vérité. Il dit à la sincérité des propos, à la franchise de dire ce qu'il pense. Je pense que vraiment M. Boiré est resté lui-même. Nos préjugés favorables, il les a confirmés par sa prestation actuelle. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on avait dit à l'introduction de cette émission-là. Je pense, Monsieur le Président, que vraiment la même constance, sa constance devrait être récompensée par notre constance dans le jugement. D'accord. Voilà. Chana, vous restez constant aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je le souhaite. J'allais dire qu'il est resté droit dans ce botte, même si l'ancien député Parena Kaourou Doucouré m'avait appelé un jour pour me dire: Takuyou, on a assez entendu cette expression, vraiment, ne l'utilisez plus. Quoi? Restez droit dans ce botte. Kaourou Doucouré m'avait appelé pour me dire: ne l'utilisez plus, on en a beaucoup entendu. Ok, donc j'ai dit bonsoir à Kaourou qui aime bien cette émission. Est-ce que vraiment, il a comblé notre attente. Que faut-il dire encore? Monsieur le Président, libérez-le. Vraiment, libérez-le. Il est donc libéré des liens de l'accusation. Vous êtes acquitté, Ndirimou. Merci beaucoup. Écoutez, moi aussi, je confirme toujours les jugements que j'ai eus sur ces jurys. L'objectivité, l'impartialité.
C'est un jury redoutable. Vous avez vu, quelquefois, les questions ont paru embarrassantes, même si on doit à la vérité de toujours répondre de façon claire et nette. Donc, je me réjouis de ce verdict. Je vous remercie également, Monsieur le Président, pour votre sagesse, votre modération. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait M. Hagibou Boiré, président de la CNDH. Clin d'œil déjà à Maître Moustapha Sissé, président de l'autorité indépendante chargée